Allez, on marche encore une petite heure? Ouais, tout le monde, on est prêt? Allez, zou! C'est parti. Saviez-vous qu'il existe plus de 1000 sortes de whisky différentes et dans ces whiskies on trouve plus de 1000 arômes. Cela dépend de quoi? Bien de la fabrication, des matières premières utilisées, du pays d'origine. Alexandre Vintier est un passionné de whisky. Il parcourt le monde pour visiter des distilleries, découvrir des secrets de fabrication, apprendre les cultures et les traditions liées à ce breuvage. Il a publié Iconic Whisky aux éditions de La Martinière. Avant cela, il avait publié 120 rhums à découvrir chez Duno. Alexandre Vintier est devenu l'un des plus grands connaisseurs français des alcools spiritueux. C'est aussi l'un de ceux qui voyagent le plus. Il va nous emmener à la découverte des histoires, des savoir-faire et des secrets de fabrication qui se cachent derrière toutes ces bouteilles. Si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, aucune prescription concernant les histoires qui y sont associées. Alors laissez-vous embarquer et il n'est pas nécessaire de boire pour apprécier. En fin d'émission, nous partirons dans les environs de Cahors découvrir un site de fouilles particulier ouvert au public, la plage aux ptérosaures. Si vous êtes dans le coin, c'est vraiment un endroit à visiter. Nous vous en dirons plus tout à l'heure. Voilà pour la feuille de route de la deuxième partie de notre bivouac. Andrew, vous voulez faire sauter la bonde? Faire sauter la bonde, à ne pas confondre avec faire sauter la banque, c'est la façon traditionnelle d'ouvrir un tonneau. Merci. Alors il faut savoir qu'on perd environ 2% d'alcool tous les ans. Il disparaît, il s'évapore dans l'air, il est perdu à jamais. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Extrait du très beau film de Ken Loach, La part des anges, pour ouvrir notre tour du monde des spiritueux. Vous l'avez vu ce film, Alexandre Vintier? Ah évidemment, ouais. Évidemment. C'est un film qui est riche d'anecdotes réelles. Et Charles McLean, qui lui joue l'expert en whisky, est en réalité un des plus grands conteurs des whiskies écossais à l'heure actuelle et un ami. C'est un très beau film, en tout cas je le recommande à voir et à revoir. Alors vous êtes devenu un incontournable dans le domaine des spiritueux et particulièrement dans le domaine du rhum et du whisky, fondateur et rédacteur en chef de Rum Porter, qui est un magazine dédié au rhum. Vous avez été auparavant rédacteur en chef de Whisky Magazine. Alors vous êtes normand au départ, hein, donc votre région c'est plutôt le Calva. Comment vous êtes venu à vous intéresser à tous ces spiritueux? Je suis né en Normandie. Alors il y avait un peu de Calvados fermier dans la famille, évidemment. Les prochaines distillations c'est en septembre, évidemment. Ah ouais. Voilà. Et après j'ai émigré en Alsace. Alors avec une autre culture de vin, d'eau de vie de fruits, de bière, ainsi de suite. Mais finalement, c'est pas le vin qui m'a le plus attiré, ce sont les spiritueux, parce que c'est vrai que peut-être qu'à l'époque on n'avait pas aussi tous ces vins du monde ou les bières du monde entier, et à travers les spiritueux, on avait des alcools qui venaient de tous les continents déjà disponibles. Alors il y a un premier voyage peut-être qui va vous ouvrir à ce domaine. C'est un voyage Erasmus. Vous étiez donc étudiant. Vous allez à l'université de Varsovie et à cette occasion, c'est aussi l'occasion de déguster, de découvrir de nouveaux vins, de nouveaux spiritueux. Oui, c'est notre culture. Moi, j'ai des tout petits ancêtres lointains russes immigrés en 17, mais j'avais envie de découvrir justement donc le monde slave, l'Europe de l'Est, l'année du passage à l'Union européenne pour voir l'avant et l'après. J'y suis retourné à plusieurs reprises, hein. Et voilà, c'était l'occasion donc de découvrir qu'il y a une autre vision de la vodka déjà. On peut dire que c'est le vin des Slaves, donc c'est à table. Voilà, c'est un peu comme en France, si on débouche une bouteille, on finit la bouteille de vin. Souvent, là-bas, si on ouvre une bouteille de vodka, c'est des demi-litres. Heureusement, elles sont plus petites. On les finit aussi. Ouais. Et donc, il y a plein de façons de les accompagner. C'est pas un alcool qu'on boit seul. Et vous allez faire un voyage, vous allez passer par 10 pays, de l'Estonie à la Bulgarie, et donc votre premier intérêt va vers cette vodka que vous apprenez à goûter, parce que ça se goûte, hein. On a l'impression que ces alcools forts se ressemblent tous, sont un peu assommants, et en fait, il y a une façon gastronomique de les aborder. Oui, alors ça peut être paradoxal, mais c'est justement ça qui est intéressant avec la vodka. La vodka, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'alcool neutre, de l'alcool pur, ouais. Mais en Pologne, tout de suite, quand on achète une vodka, eh bien, si elle est blanche, évidemment, on va voir déjà si c'est une vodka de blé, de seigle, de pommes de terre. Donc, elle aura pas la même texture, les mêmes finesses, les mêmes arômes. Il y a même l'épeautre maintenant aussi qui est extrêmement aromatique. Et donc, on va pas la consommer de la même façon. Et ensuite, il y a toutes ces vodkas qui sont retravaillées, aromatisées, amères, fruitées, mais pas telles qu'on les voit nous. Hein. C'est pas des aromatisations, ce sont des macérations. En fait. Ouais.
Et vous estimez, c'est un peu étonnant là encore, que la vodka est un bon alcool pour éduquer son palais. Pour quelles raisons vous voyez dans la vodka la possibilité de... Alors toujours avec modération, hein, il s'agit pas de... Au bout d'un moment, on ne sent plus rien si on y va trop fort sur la vodka. Mais vous dites que c'est une bonne façon d'exercer son palais. Pour quelles raisons? Oui, parce que déjà on va exercer son palais à 40 degrés à peu près. Parce qu'en général, quand on est formé au vin, il y a quand même un gap d'au moins 25 degrés avec les spiritueux. Donc c'est déjà un autre équilibre. Il faut faire attention avec son nez, garder une autre distance. Mais la vodka, tout de suite, on peut dire, est-ce que elle a pas d'arôme? Elle a des mauvais arômes ou ils sont des bons arômes? Et ensuite, vu qu'il y en a très peu, on peut facilement les lire, les décrire peut-être. C'est un spectre aromatique d'une centaine d'arômes, l'ensemble des vodkas. Donc c'est quand même pas très grand. Face au whisky ou au cognac, on en a 1500, 2000. Et après, on va aussi, et ça on l'oublie souvent, parce qu'aujourd'hui on a une vision un peu comme le parfum, peut-être par marketing ou autre, mais il faut aussi prendre en compte les textures, le gras, le côté astringent ou non, et où va se situer, pour ces alcools non vieillis, la brûlure de l'alcool. Si c'est dès les commissures des lèvres, c'est pas très intéressant. C'est pas très bon signe. Quand ça fait cet effet-là, c'est pas la peine d'insister. Combien de voyages, parce que c'est vraiment devenu, c'est un métier, c'est une passion. C'était une passion avant de devenir un métier. Et aujourd'hui, vous voyagez exclusivement autour de cette thématique. Combien de voyages faites-vous par an? Je fais en moyenne un voyage sur un autre continent par mois. Ouais. Donc ça inclut la Caraïbe, l'Amérique du Nord, l'Asie. Je vais commencer, je pense à partir de l'an prochain aussi, l'hémisphère sud, sans compter ensuite tous les déplacements en France ou en Europe, parce que oui, l'Écosse, l'Irlande, la Suède et ses aquavites, l'Italie, ses eaux-de-vie, ses grappas, les brandis espagnols, il y en a partout, on fait de l'alcool quasiment. Donc rien que cette année, le Mexique, la Martinique, Cuba, vous allez bientôt aller au Canada, Je parle dans 10 jours au Mexique pour la 3e fois cette année. J'y vais 5 fois cette année. Mais dans des régions différentes aussi, pour les tequilas, les mezcals, Sotol et autres, Raicilla. Et après, le Québec en septembre. Mais alors qu'on comprenne bien ce que vous faites, parce que quand vous dites je pars au Mexique pour les tequilas, vous allez pas dans les bistrots goûter toutes ces... Non, qui vous allez voir et en quoi consistent ces voyages que vous faites? Alors les voyages sont différents d'ordre. Il y a des voyages d'études qui sont importants parce que on va travailler. Il y a des appellations d'origine, il y en a pas qu'en France. Les Mexicains ont suivi le modèle français avec des appellations d'origine contrôlées. Donc on est en interaction avec les chambres de producteurs, avec les appellations d'origine, l'équivalent des laboratoires ou des stations viticoles chez nous, pour aller rencontrer des experts qui vont nous parler de problèmes de culture, des plantes, ainsi de suite, les problèmes de fermentation, de distillation, vieillissement, la commercialisation aussi, c'est très important parce que c'est ça que voit le consommateur, mais nous on voit toute la filière et son impact écologique, social aussi. Il y a des pays pour lesquels c'est plus compliqué, donc on peut même exiger un audit social de la production. C'est ce qui vous plaisait dans ce sujet aussi, c'est l'approche culturelle, économique, gastronomique. C'est un sujet, comme souvent quand on les connaît pas, on s'en rend pas compte, mais quand on commence à creuser, c'est un sujet à 1001 facettes et qui vous ouvre des portes dans des domaines très très différents. C'est vraiment très riche comme sujet. Oui, c'est évidemment l'histoire, voire même l'archéologie industrielle aussi, parce que maintenant on se rend compte, notamment dans la Caraïbe, de l'importance historique, évidemment, du rhum, de la culture de la canne à sucre, en plus de l'indigo, du tabac et tout ça, du café, du cacao. Mais la canne à sucre a joué un rôle extrêmement important, et donc on découvre même là encore de très vieilles distilleries, même encore là récemment, je crois une distillerie du XVIIe siècle qui aurait été découverte du côté de Saint-Christophe. C'est des sites qu'on a tout de suite envie d'aller voir, mais bon, faut d'abord laisser le temps aux scientifiques d'amasser, d'analyser tout ça. Et il y a des pays aussi qui n'ont pas ce recul-là sur leur histoire. Alors il y a ces distilleries qui appartiennent au passé, qui sont de l'ordre de la découverte archéologique, et puis il y a aussi des distilleries encore en fonctionnement. Et là, même quand elles fonctionnent, elles ne se ressemblent pas toutes selon où vous allez. Alors parfois vous visitez des distilleries qui marchent encore avec des machines à vapeur. Parfois vous allez, alors c'est l'inverse, au Japon vous tombez sur des distilleries hyper high-tech. Donc pour vous c'est important d'aller voir une distillerie. Ce n'est pas à chaque fois la même chose que vous voyez.
Non, c'est rare. À part si on tombe sur des schémas hyper industriels, mais là on est plus proche de la pétrochimie, ces alcools tellement légers, tellement élaborés. Mais c'est vrai si on va au Japon, à Miyagi-Kyo, à côté de Sendai, dans les montagnes, là c'est la première distillerie entièrement informatisée, donc c'était en 69 quand même. Donc c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et puis de l'autre côté, on peut aller tomber sur des petites guildives en Haïti où là on voit des schémas de production que moi j'ai dans des livres de 1786 qui sont là en direct. Sous nos yeux, et on ne pense pas que ça existe puisque personne n'en a parlé avant. Comment évolue la consommation de rhum et de whisky dans le monde ? Alors sur le rhum, il y a un boom depuis une quinzaine d'années parce que il y a une demande internationale de rhum, et donc les eaux de vie locales qu'on appelait souvent des aguardiente, ainsi de suite, maintenant sont déclarées en rhum et sont aux standards internationaux, donc peuvent s'exporter dans l'ensemble de la Caraïbe vers l'Union européenne, l'Asie et les États-Unis. Les États-Unis restent le premier marché du rhum. Le whisky lui aussi en plein boom et en pleine différenciation entre autrefois les blends des très grandes marques et tous ces single malt jusqu'aux productions toutes nouvelles qu'on va trouver en Tasmanie, mais aussi en Alsace, où je sais pas, il y a même des projets dans les Landes, quoi. On va en trouver absolument partout maintenant. Eh bien nous, en tout cas, nous allons préférer la qualité à la quantité. Et enfin, gastronome, c'est avec modération que vous vous délectez des breuvages que vous découvrez aux quatre coins de la planète. Pas besoin de boire d'ailleurs pour s'intéresser au sujet. C'est avant tout notre curiosité que vous allez étancher. Alexandre Vintier, cet après-midi, dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Donc, un whisky. Je voudrais que vous essayiez de me le décrire. Bien. Et de deviner, si possible, ce que c'est. La couleur vous indique que c'est probablement un mélange de fûts en chêne américain et chêne européen. Un nez sucré. Allez-y, décrivez-le-moi. Fruité. Moi, ça m'évoque la cire. De la cire. Oui, Exact. l'encaustique. La Pour cire. lustrer les meubles, c'est ça. Oui, le cuir et la cire. Je suis tout à fait d'accord. Alors en bouche, d'une grande suavité à l'attaque. Puis il devient tannique et sec. Je le répète, on sent bien la note du fût de sherry, en chêne européen. Je penchais peut-être pour un Glenfarclas ou bien peut-être un Kraganmore. Votre réponse est très intéressante parce que c'est, personnellement, je balançais entre ces deux-là. Choisissez-en un. Glenfarclas. Ouais, très bien. Je dirais Kraganmore. Kraganmore. Bravo. Et voilà, en général, je tombe à côté aussi. Bravo, messieurs, c'était très bien. J'étais vraiment tout prêt. Une séance de dégustation, un nouvel extrait du film La part des anges de Ken Loach. C'est inouï, Alexandre Vintier. Tous les arômes, là on en a eu un léger aperçu avec ces 2-3 descriptions un peu surprenantes, mais c'est inouï tous les arômes que l'on peut trouver dans un whisky. C'est intéressant, c'est un travail qui a démarré dans les années 60, vraiment d'essayer d'analyser ce qu'on peut trouver, et on continue encore à défricher, à trouver de nouveaux arômes parce qu'il y a de nouvelles techniques de vieillissement, d'élaboration. Et c'est une formidable école du goût. Moi, j'ai la chance aussi de former des sommeliers, notamment David Biro qui représentait donc la France au championnat du monde de sommellerie sur la partie spiritueux. Et on leur apporte des techniques et surtout on a des concentrations, des précisions aromatiques qui peuvent les aider même des fois avec de l'entraînement à aller plus vite sur les vins. Oui. En fait. Alors d'ailleurs, vous présentez, en parlant de technique, vous présentez sur la couverture de votre livre iconique Whisky, la roue des arômes qui permet de décrypter tout ce mélange d'arômes du whisky. Il en existait une, mais vous l'avez réactualisée, retransformée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas exacte. Et puis, dites-nous exactement ce que c'est qu'une roue des arômes. Alors, une roue des arômes, c'est une façon didactique et commune d'analyser. En fait, c'est un principe qui a été inventé dans le vin dans les années 70 et puis ça a été repris par les Écossais à la fin des années 70. Mais c'était à destination industrielle. C'est vraiment pour dire voilà, est-ce qu'on écarte tel défaut, telle qualité, est-ce qu'on est plutôt dans une typicité boisée, épicée ou sur du fruité floral, par exemple. Ça permet de sélectionner les différents types d'arômes et sans en oublier, un peu comme une sorte de checklist pour savoir par quels arômes on peut passer et ce qu'on retrouve dans notre whisky. Donc là, c'est une roue des arômes qui est applicable au whisky et aux spiritueux en général. C'est 1-2 ans de travail rien que pour développer cette roue des arômes.
parce qu'aujourd'hui les roues des arômes sont très minimalistes. Nous on a une roue avec 12 familles, 240 arômes, mais derrière il y a un tableau avec plus de 1100 arômes. Ils sont tous classés selon ces 12 familles et ces 3 ou 5 sous-familles. Et ça permet justement de faire les checklists. Alors si on ne sait pas déguster, justement ça aide, c'est un retour sur expérience, soit de se dire, face à un whisky, alors le mieux c'est d'en avoir plusieurs. On travaille mieux par comparaison que quand on analyse qu'un au départ. Et c'est de se dire, voilà, est-ce que, oui, non, peut-être il y a des arômes floraux, des arômes céréaliers, des arômes doux, des arômes fumés. Et petit à petit, ensuite, on peut, au sein de ces familles, se dire, ah bah oui, là je reconnais bien une odeur, je sais pas moi, de goudron dans un whisky, ou une odeur de tabac ou de noix dans tel type de whisky. Tout ça, ce sont des exemples. On peut vraiment trouver une odeur de goudron dans un whisky. Ah oui, c'est les mêmes molécules. Ouais. Donc c'est facile. D'accord. Allez, on va en goûter. Sur la table, vous avez posé quelques flacons. Ce sont des échantillons que vous avez apportés. Dans cette émission, à chaque fois qu'on parle d'un sujet en rapport avec la gastronomie, on goûte. Alors cette fois-ci, on goûtera avec vraiment modération pour arriver jusqu'à la fin de l'émission. Avant cela, qu'est-ce que c'est le whisky en fait? Ça peut être fait à partir on a l'impression de toutes les céréales. Alors oui, aujourd'hui c'est toutes les céréales. À l'origine, c'est né sur les îles britanniques. Les Slaves avaient la vodka et ensuite il y a eu les développements des gin et des genièvres dans les eaux de vie de fruits, de grains pardon. Et en Écosse donc il y a eu cette typicité qu'on appelait le whisky. Alors c'est d'ailleurs dérivé c'est whisky beata, c'est l'eau de vie en fait à l'origine. Et cette eau de vie donc est faite à partir donc de céréales dont une au moins est maltée. Donc voilà. Ça veut dire quoi, malter une céréale? Alors malter une céréale, quand on la récolte, on va la mettre en dormance. Et ensuite, on va la réactiver par un apport d'eau et d'air. On la trempe, on la sort, on la trempe, on la sort pendant une journée ou deux. Et ensuite, on va la laisser et la retourner régulièrement pour pas qu'elle pourrisse pendant une semaine. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que la graine s'active. Donc il y a une pousse qui se fait. Donc ce malt, ça libère des enzymes qui simplifient les sucres, parce qu'on a des sucres trop complexes pour être fermentescibles pour donc produire de l'alcool. Donc on va les simplifier naturellement par l'enzyme qu'on a réveillé. On déclenche une germination et ça simplifie certaines molécules des sucres au sein de la graine. C'est ça. On va pouvoir ensuite, les faire fermenter, en extraire. Alors d'abord, faut sécher pour arrêter ce phénomène. Donc c'est là où on peut utiliser un feu de tourbe, par exemple, pour donner cet arôme fumé de tourbe. On peut utiliser de la bruyère, ou même du bois de hêtre. C'est donc ça que ça veut dire quand certains spécialistes nous disent ce whisky, il est tourbé, il est trop tourbé. C'est qu'on a trop séché à la tourbe et le goût de fumée est trop important alors? Oui, c'est pas trop, ça dépend. Il y a des gens qui diront que c'est jamais assez. La tourbe, je crois, c'est une personne sur 8 en France. Une fois qu'on aime ça, on adore ça. C'est pas comme l'été l'absinthe Souchon, l'été fumé, tout ça, on aime bien nous aussi, le fumé en France. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Il y a différentes façons de fumer, différentes intensités. Et puis après, on va passer au moulin d'abord. Donc il y a un travail sur la farine que l'on va faire. Il y a l'empâtage. Le passage à l'eau pour extraire, pour dissoudre ces sucres, et ensuite fermentation, puis distillation et vieillissement évidemment, puisque c'est obligatoire de vieillir 3 ans. Alors le petit passage par la distillerie, je vous propose justement un passage par une distillerie française. Donc c'est ici que vous faites la distillation? Oui, c'est juste là. Alors ici, donc ça c'est ce qu'on appelle des appareils à repasse. C'est ça qui nous sert à faire notre whisky. Ça va de la chaudière ici jusqu'à le serpentin en fait, où le whisky va sortir. Ça chauffe à combien? Ça chauffe à 94 degrés ici. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez vu mon frère Erwan tout à l'heure en bas, lui il va fabriquer la bière. Et cette bière-là, on va la distiller une première fois. D'abord, on va mettre notre bière, on va mettre notre gaz. Au bout d'1h30, 2 heures, les vapeurs les plus légères vont commencer à s'évaporer. Et ça arrive ici dans le bac où il y a un serpentin qui va récolter donc les vapeurs. Comme le serpentin est baigné dans de l'eau, les vapeurs vont se transformer en liquide. Et l'alcool va commencer à couler. Donc vous voyez ici ça coule. Ça c'est de l'alcool. Enfin c'est ce qu'on appelle des brouillis. Donc on arrive à peu près à 2400 litres de brouillis qu'on va remettre pour une deuxième chauffe. Et une fois que les têtes de la bonne chauffe sont passées, on va avoir ce qui nous intéresse, c'est le cœur de chauffe. Et c'est ça qui va servir à faire le whisky vraiment chez nous.
Alors, ce qu'on retient, c'est que c'est tout un système de tuyauterie, de chauffage. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais là, il y a une étape où il y a de la bière aussi. Alors, pourquoi on passe par cette étape de bière dans ce travail-là de distillation? Alors, oui, pour simplifier, on dit de la bière, mais il n'y a pas de houblon. Ah, donc voilà. c'est pas de la bière. Non, c'est un mou fermenté de céréales, oui, une cervoise si on veut, qu'on distille. Et oui, donc il faut bien faire la fermentation alcoolique d'abord, puisque la distillation ne fait que concentrer arômes et alcool. Alors, le reportage que l'on vient d'entendre, c'était un reportage de Gladys Mariva dans une distillerie française, la distillerie des Menhirs, près de Quimper. Il avait été diffusé, ce reportage, dans l'Humeur Vagabonde en 2012. Mais ça veut dire qu'on fait aussi du whisky en France, en Bretagne et en Alsace aussi, je crois. Il est comment le whisky qu'on produit dans l'Hexagone? Alors dans l'Hexagone, ça fait une trentaine d'années qu'on en produit. Il y a eu des prédécesseurs, des eaux de vie de grain en France, on en produit depuis très longtemps, depuis au moins 1775 à Dunkerque, ainsi de suite. Donc on a eu des proto-whisky, on dirait, depuis des siècles en France, même probablement déjà au XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, voilà, les Français étant les premiers consommateurs au monde de Scotch whisky, c'est 15% de la production écossaise qui vient chez nous, on en consomme 50% de plus que l'ensemble des États-Unis, qui sont quand même 5 fois plus nombreux que nous. Bon, ils ont leur propre whisky avec les Bourbons, les Tennessee et tout ça. Mais quand même, on est le premier marché. Donc, c'est 180 millions de bouteilles par an. C'est quasiment 40% du marché français. Donc, des spiritueux. Voilà, ça aurait été étonnant qu'on n'en produise pas nous-mêmes, vu ce qu'on en boit. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, vu ce qu'on en boit, il y avait une opportunité entrepreneuriale qui était là. Et surtout, en France, on a quand même quelques 3000 distilleries. Donc ces distilleries ont connu des crises parce que justement ces whiskies sont arrivés, ont pris énormément de marché avec les anisés, les pastis. À eux deux, ils ont pris 60% du marché. Donc. Pour les premiers, qui sont ceux qui ont inventé le whisky? L'Écosse ou l'Irlande? Là, je pense que c'est plus un débat d'archéologues. Vous ne trancherez pas? Non, je ne trancherai pas. Non. Je pense qu'on va dire que ça fait peut-être depuis le 12, 14, 15e siècle. Qu'on fait des distillats de grains dans les îles britanniques. Et alors les grands producteurs de whisky dans le monde, ce sont l'Écosse. L'Écosse, c'est 1,3 milliard de bouteilles, donc c'est le numéro 1 de loin, suivi par les États-Unis et le Canada, ensuite le Japon et ensuite seulement l'Irlande. Ah oui. Le Japon est devant l'Irlande en volume. Mais alors par contre, le Japon, c'est dans l'histoire de cette boisson relativement récent, parce qu'ils s'y sont mis. Enfin maintenant, ça va faire presque un siècle qu'ils ont commencé, si j'ai bien compris. Mais ça reste récent à l'échelle des autres. Et pourtant, ils ont acquis un vrai savoir-faire qui les classe parmi les tout premiers, même en qualité. Récent, juste pour resituer, en Amérique du Nord, c'est plutôt autour de 1800. Donc finalement, eux, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Donc finalement, ça permet de relativiser. On a l'impression qu'on produit du whisky depuis 400 ans aux États-Unis. C'est pas tout à fait le cas. Ils produisaient du rhum aux États-Unis avant. Alors que le Japon, c'est depuis 1924, vous dites. Oui, c'est décembre 24 où on a le premier vrai whisky japonais qui va couler des alambics. Et alors ils ont connu des hauts et des bas au Japon, mais c'est vrai que c'est devenu une boisson très populaire, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et pour vous, ça peut se reconnaître à l'aveugle, c'est-à-dire si je vous sers un whisky qui vient du Japon, qui vient d'Écosse, qui vient du Canada, sans hésitation, vous saurez l'identifier? Canada, il y a plus de typicité parce que c'est assez léger et épicé en général, même si maintenant avec plein de petites distilleries artisanales, ça brouille les pistes. Japon et Écosse sont très proches, plus proches que que Écosse et Irlande par exemple. Même si dans l'avenir ce sera plus le cas, il va y avoir des rapprochements parce qu'il y a de plus en plus de distilleries qui ouvrent, donc qui vont faire des styles beaucoup plus différents, mais on peut les retrouver de façon analytique, mais c'est pas toujours évident au premier abord. Alors on va essayer de voir comment on déguste un whisky. Vous avez plusieurs petits flacons, c'est vraiment des flacons, on dirait presque médicinales, des petites bouteilles, certaines avec un petit bouchon en liège. Vous avez servi des petits verres. Je vous laisse m'expliquer comment on déguste un whisky pour en savourer tous les arômes. Alors, une chose qui est très simple, la lecture avec l'œil est possible si on peut analyser éventuellement l'âge ou le type de vieillissement, si on a utilisé d'anciens fûts de Xérès, les vins de Xérès, ou des fûts de Bourbon, des fûts de chêne américains éventuellement, si le whisky n'a pas été coloré, parce qu'on a le droit d'utiliser des colorants pour
corriger certaines couleurs. Donc des fois c'est écrit sur l'étiquette, ça c'est important. Après vraiment pour les goûter, bon, on va garder une certaine distance parce que on est au moins à 40 degrés là pour le coup. Sur celui-ci on est à 46 degrés. Sur le second whisky on est à 60. Voilà, c'est plus on monte dans la qualité, la finesse en général, plus on monte dans les degrés parce qu'on ne cherche pas l'eau. On cherche la concentration aromatique, la précision. Et donc, on va garder une certaine distance. On va se dire, par exemple, à l'aplomb du nez, on va garder une dizaine de centimètres. Et déjà, on va avoir quelques arômes très volatiles qui vont monter. Alors, plutôt floraux, fruités à cette distance-là. Alors, décrivez là, par exemple, dans le cas présent, qu'est-ce que vous sentez quand vous le mettez juste à l'aplomb du nez, comme vous dites? Alors, celui-ci est pas nécessairement le plus fruité qui existe, il est déjà un peu fumé, on le sent. Il y a aussi un impact du vin Xérès, les vins Xérès oxydatifs, des Oloroso. Donc c'est des notes un peu peut-être pruneau, tabac, noix que l'on ressent. Si on se rapproche un peu plus... Oui, parce que vous disiez, il faut rester à 10 cm, puis là, vous plongez votre nez dans le petit verre, en fait. Mais moi, j'ai un nez enfin, j'en goûte à peu près, je sais pas, 3-4 000 par an, donc c'est que tous les jours, donc le nez est en acier, on va dire, par rapport à ça. Non, on ressent pas mal. Là, c'est l'impact du fût, d'abord, qui va être là avec ces notes fumées. Et puis, à l'aération, on sent quand même qu'il y a quand même une fraîcheur, on ressent quand même ces arômes un peu maltés. Alors le malt, ça peut aussi se rassembler, c'est entre des arômes de céréales et des arômes de caramel, des choses comme ça. Alors le fût, c'est très important, parce que dans votre livre Iconic Whisky, vous y consacrez 15 pages, et on se rend compte qu'effectivement, selon ce qui a été déjà dans le fût avant le moment où on met le whisky, selon si on a toasté, c'est-à-dire un petit peu brûlé le fût, on peut vraiment apporter encore des arômes et des arômes. Donc le passage en fût, évidemment le temps dans le fût, ça a son importance. Allez, on passe on va le goûter parce qu'après on parle du rhum et le temps file. Alors, on le goûte. Grand moment de radio. Grand moment de radio. Tout le monde retient son souffle. Non, mais en bouche, il est toujours tout de suite très explosif, quoi. Il y a une texture, il y a un gras qui est immédiatement là. Même si au final, il a un petit peu de descente, on est quand même sur une vraie eau de vie à 46 degrés. Un peu de descente, ça veut dire que ça brûle la gorge, c'est ça? Ça réchauffe, ça brûle peut-être, je sais pas. Oui, ça dépend, pardon, on n'a pas la même expérience, on n'est pas le gosier en titane. Eh oui. Et donc oui, non, là bien sûr, en bouche, on a une évolution des arômes qui est normale parce que on a une évolution de la température et du pH. Et donc plus longtemps on va le garder en bouche, plus on va avoir d'évolution. Donc ce qui est intéressant, c'est sur ces whiskies à plus fort degré aussi, c'est qu'on a plus de texture. Donc peut-être avec la salive, si on salive un petit peu avant, on va pouvoir les garder longtemps en bouche. Si vous arrivez sans vous brûler à le garder sur la langue, ainsi de suite, vous le passez dans différents endroits dans la bouche, avec différents arômes. Et avec le temps, des fois, on peut avoir le fruit de la passion qui arrive qu'au bout de 40 secondes en bouche. Donc, ça faut être patient pour laisser se développer toute l'ampleur et toute la diversité des arômes qui sont contenus dans ces whiskies qui parfois sont restés en fût des décennies. Ça peut être très très long la maturation du whisky. Oui, le whisky en général, ça va être, on va faire des whiskies de 12, 15, 20 ans d'âge. Exceptionnellement, on va arriver à des 30, 40, 50. Je crois les plus vieux, c'est 75 ans. Enfin, là, les plus vieux fûts en Écosse, encore en vieillissement, c'est 1938. Mais c'est rare, c'est très rare quand même. C'est pas comme à Cognac ou en Armagnac où on a encore des eaux de vie qui ont bientôt 200 ans. Un dernier point, et puis ensuite on passera au rhum. La façon de positionner le verre. Vous dites si on le tient verticalement ou si au contraire on le couche complètement, on n'attrape pas avec son nez les arômes de la même manière. Oui, si on tient le verre à la verticale comme on le fait avec le vin, en fait, il faut jouer avec la distance avec le nez pour avoir les arômes plus ou moins volatiles. Donc les fruités floraux ou les acidulés sont les plus volatiles. Et puis après, il faut se plonger au fond du verre pour les sortir des arômes terreux, fumé, ainsi de suite, sauf si c'est extrêmement tourbé, évidemment, où là, ça saute, ça jaillit du verre. L'avantage, en passant le verre à l'horizontale, c'est que vu que ces arômes donc, ont des lourdeurs différentes, on va avoir des strates, et là, pour le coup, on peut utiliser même des verres à vin blanc assez grands. Là, on aura peut-être une ouverture de 8 ou 10 cm, et donc on va commencer par le haut, parce qu'en haut, il y a quasiment pas d'alcool. En fait, c'est en bas, on a l'alcool qui pique. Ouais. Et donc, en descendant de haut en bas, on va sentir toutes ces strates, ce qui permettra de vérifier justement nos commentaires de dégustation et voir qu'ils sont plus précis, parce que justement, quand on arrive sur une strate, elle est plus pure. Mélanie vous demande par mail, le whisky avec ou sans glaçon ? Si on a envie de se faire plaisir, on peut mettre un glaçon dedans. Mais après, je vous dirais, les whiskies japonais sont faits pour être mis avec des glaçons dedans, mais je vous dirais, faites attention à la qualité de votre glaçon.
C'est-à-dire? On va pas mettre une eau chlorée, on utilise des eaux distillées ou ainsi de suite, osmosées pour diluer les whiskies. Donc là, il faudrait une eau très pure. Alors le mieux, il y a certaines eaux minérales françaises qui sont des eaux très douces, donc avec très très peu de minéraux, et celles-là sont très bien pour faire des glaçons. Avec glaçons, mais glaçons eau minérale. On n'a plus de rhum. Pourquoi on n'a plus de rhum? D'abord, parce que c'est une boisson indigne qui fait de l'homme le plus respectable un fripon de bas étage. Ensuite, cette fumée noire monte à plus de 300 mètres. Et je sais que toute la flotte royale me cherche en ce moment. Croyez-vous qu'il y ait réellement le moindre risque qu'elle leur échappe? Mais pourquoi on n'a plus de rhum? Ça, c'est une question. Extrait de Pirates des Caraïbes. C'est vrai que le rhum a, là, c'est associé aux pirates. Ça a une image moins prestigieuse que le whisky. En tout cas, ça a eu une image moins prestigieuse pendant longtemps, Alexandre Vintier. Oui, peut-être parce que on a créé cet imaginaire autour des pirates. Pour être plus réaliste, ce serait plus les marins. C'est vrai que nous aussi, en France, c'est sur la côte atlantique on va en trouver le plus. Puis on a la route du rhum quand même aussi. C'est vrai. Il y a aussi le fait que pendant longtemps, c'était plutôt la boisson des esclaves que celle des... Il y a un tabou, oui, je pense. Il y a un tabou aussi par rapport à ça, même si la parole se libère et c'est intéressant. Les Écossais, eux, ont mis aussi du temps à être fiers de leur whisky. Ça a démarré après la Seconde Guerre. Avant, c'était pauvre quand même. Les Highlands, ainsi de suite, qui font rêver, c'est mystérieux, mais c'était des régions très pauvres aussi. Alors, où et quand est né le rhum exactement? Est-ce qu'on le sait? Alors, où il est né le rhum? Alors, si on regarde le rhum en tant que rhum, on l'attribue ça à la Barbade. Voilà. Dans les années 1630-40. Mais ça, c'est le phénomène qu'on appelle le rhum aujourd'hui. Mais si on regarde bien, c'est apparu un siècle avant au Brésil. Voilà. Il faut savoir que le beau-père de Christophe Colomb, dans son deuxième voyage, apporte la canne à sucre dans la Caraïbe et d'autres après lui, notamment sur l'île d'Hispaniola, Saint-Domingue, entre Haïti et la République dominicaine donc. Mais son beau-père, lui, produisait du sucre à Madère. Et donc Madère, de là, on a aussi importé toute cette culture d'abord au Brésil où on a produit beaucoup de sucre et d'ailleurs s'il n'avait pas fait de l'eau de vie, ça n'aurait pas été rentable à l'époque. Donc est née la cachaça qui est le rhum artisanal brésilien. Qui est d'ailleurs je crois que c'est tout récent qu'il soit considéré comme officiellement comme un rhum la cachaça, non? Il m'a semblé voir ça. Oui, la cachaça était souvent surtout aux États-Unis qui est le grand marché, donc c'était appelé Brazilian Rum et sous-titré cachaça. Maintenant, ils n'ont pas besoin de sous-titrer Brazilian Rum brésilien sous le nom de cachaça. Cachaça est reconnu comme bourbon, il n'y a pas besoin d'être bourbon whisky. Oui, voilà. Mais en France, ça fait un peu plus de 25 ans qu'on a vu un peu de cachaça arriver et c'est vrai que voilà, c'est classé dans la famille des rhums et il y aura probablement une indication géographique aussi qui va se créer. Oui. Alors comment on le fabrique le rhum? Alors le rhum, alors là on n'est pas dans les zones tempérées, on n'est pas là où on fait les céréales comme le whisky. Oui. Là on va dans les zones tropicales, donc c'est forcément à partir de la canne à sucre et exclusivement la canne à sucre. On n'utilise pas d'autres matières qui servent à faire du sucre comme la betterave sucrière ou le sorgho, ainsi de suite. Non, uniquement la canne à sucre. Alors ça peut être le jus de canne directement pour ce qui concerne donc le rhum agricole, qui est une grande spécialité française, et la cachaça, donc l'eau de vie de canne brésilienne, qui est artisanale ou industrielle. C'est vraiment deux niveaux complètement différents, très légère d'un côté et l'autre qui a vraiment du goût comme des rhums agricoles. Et de l'autre côté, on va avoir alors aussi des rhums de sirop. Donc là, c'est quelque part, on a concentré le jus, on l'a cuit, ou alors des rhums de mélasse, qui est le résidu, le marc, en fait, de la production, de la cristallisation du sucre. Et donc, on va continuer à valoriser, puisque tant qu'il y a du sucre, on peut fermenter, et donc derrière, distiller et faire du rhum. Alors là aussi, vous qui voyagez énormément, vous avez vu des innovations localement, des façons de transformer, de faire du rhum, mais un peu différemment, avec des nouveaux arômes, des nouveaux goûts. Oui, dans les nouvelles destinations, parce qu'on a eu une vague avec les rhums latinos, évidemment il y a eu Cuba en tête, mais Porto Rico, le Venezuela, le Guatemala, le Nicaragua, ainsi de suite. On a les rhums aussi de l'océan Indien maintenant qui arrivent. Donc là, on arrive à voir des choses de plus en plus intéressantes, de la Réunion, de l'île Maurice, et puis même la Thaïlande, où il y a des Français qui ont immigré là-bas et qui ont fait des petites distilleries de rhum agricole. Mais quand vous dites des choses intéressantes, voilà, qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les c'est d'autres nuances? terroirs, d'autres variétés de canne à sucre.
terre. Ouais. Donc là, forcément, c'est comme si on changeait de cépage quelque part. À la base, ils ne sont pas conçus comme des cépages. Les cannes être productives en fonction des aléas climatiques de telle île, ainsi de suite. La Réunion est un des plus grands centres de création au monde puisqu'il y a une diversité de climat énorme pour faire des tests. Ouais. Donc on en vend aux Brésiliens, ainsi de suite, les variétés de la Réunion. Mais après, voilà, ces variétés-là, maintenant, au-delà du rendement, on va aussi aller regarder peut-être le rapport aromatique. Donc travailler la canne à sucre comme un cépage. Et ça, c'est tout nouveau. Et alors vous dites aussi que vous avez déniché, en tout cas je vous ai vu au détour d'un salon expliquer qu'il y avait un rhum qui est vraiment à la confluence entre le rhum et le whisky. Je crois que c'est l'Esprit Bellevue 1998. Alors qu'est-ce que c'est et comment ces deux alcools peuvent s'interpénétrer en quelque sorte? Alors, il y a une interpénétration qui est très forte parce que 99% des rhums vieillis dans le monde sont vieillis dans d'anciens fûts de Bourbon ou de whisky du Tennessee déjà. Parce qu'eux n'ont pas le droit de les réutiliser. Donc, les Écossais, les Irlandais, les Japonais en rachètent, mais aussi toute la Caraïbe, même les Mexicains, pour leur tequila, ainsi de suite. C'est un rebut de la production du whisky. Pourquoi ils n'ont pas le droit de les réutiliser pour la production du whisky? Dans le Bourbon et aux États-Unis, pour les plus hautes normes, il faut un fût carbonisé neuf. D'accord. Point barre. On n'a pas le droit de le réutiliser, sinon on n'a pas ce même impact. On n'a pas la même eau de vie. Donc au départ, c'est de la récupération en quelque sorte qui donne lieu à des rhums qui épousent, qui s'imprègnent, qui vont s'imprégner des arômes vanillés, ainsi de suite, qui sont typiques donc du chêne américain et qu'on retrouve évidemment. On a des similitudes avec certains donc bourbons américains qui sont plus charpentés, ils ont beaucoup plus d'extraits du fût. Donc ça c'est très important. C'est vraiment un impact énorme. Là pour le coup de l'Esprit, alors ça c'est particulier, c'est un caviste qui est à Rennes et à Nantes, si je ne m'abuse, et qui donc lui fait des sélections de whisky et de rhum. Alors, Tristan, lui, a travaillé aussi en Écosse, à Édimbourg, dans des whisky, dans un shop de whisky. Donc, il a sélectionné ce rhum là qui avait des arômes un peu fumés et ainsi de suite. Mais on a eu aussi directement des rhums qui ont été vieillis dans des fûts de whisky tourbés de l'île d'Ayla. Donc ça c'est voilà, on voit que les fûts en fait c'est des arômes qui voyagent dans le monde entier. Ouais. Alors sur la table là encore vous avez des petites bouteilles avec des rhums qui ont d'ailleurs une couleur, ils sont pas translucides comme certains rhums qu'on peut trouver dans le commerce. Ils ont une couleur proche de celle du whisky, très foncé, très jaune foncé. Pareil, là il nous reste 1 minute, alors dégustation express, expliquez-nous comment on savoure, j'ai bien dit dégustation express, comment on savoure un rhum. Les grands rhums, les grands whisky, les grands cognacs, ça se savoure de la même façon en fait. Il n'y a pas des techniques particulières à l'une et à l'autre catégorie. Les impressions que vous allez nous décrire. Les impressions sont pas les mêmes. Là pour le coup, je suis sur un rhum agricole du sud de la Martinique, très vieux. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite, quelque part, c'est l'équivalent dans le rhum agricole de ce qu'est un extra dans le cognac. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va être très boisé, mais c'est quelque chose qui va être infiniment floral et fruité. Déjà, on a des fruits tropicaux, en veux-tu, en voilà. Certains créoles diront la caïmite, ou des choses comme ça. D'autres iront sur le maracuja. C'est vraiment d'une très très grande finesse. On a le problème du vieillissement tropical, donc qui pourrait donner des eaux de vie caricaturales en termes de boisé. Là, pour le coup, on a un vieillissement qui a été très soigné, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment une approche qui est nouvelle, on va dire, dans les rhums, et en particulier en Martinique, où on arrive à faire des vieillissements tropicaux exceptionnels. Allez, en 10 secondes, si vous aviez un coup de cœur à nous donner, un coup de cœur whisky et un coup de cœur rhum, qu'est-ce que vous nous donneriez ? En whisky, allez, on n'en a pas trop parlé. Un bourbon, les bourbons de chez Michter's, parce que là c'est une approche artisanale dans le bourbon qui a une production qui est très industrielle en général et qui est exceptionnelle. Et pour le rhum ? Et pour le rhum, je vais dire celui que j'ai devant moi, c'était un Trois-Rivières cuvée Princesse. Merci Alexandre Vintier. Je rappelle les titres de vos 2 livres les plus récents, Iconic Whisky aux éditions de La Martinière et 120 rhums à découvrir chez Duno. Merci d'être venu. Merci à vous.